Bonjour à tous dans la salle et sur axa.com. On va présenter les résultats semestriels d'AXA au premier semestre avec Henri Decastre et Denis Duverne. Pour la session de questions-réponses, on a au premier rang Nicolas Moreau, Jean-Laurent Granier, Véronique Veil. Les questions seront principalement prises dans la salle, mais ceux qui sont sur axa.com peuvent poser des questions en ligne auxquelles nous essaierons de répondre. Je laisse la parole à Henri Decastre. Bonjour à tous. Bienvenue dans un Paris quasi désert pour ces résultats semestriels qui sont des résultats que nous trouvons solides dans un environnement qui, lui, a été plutôt agité. Et c'est ce que montre cette première page de la présentation que nous partageons avec vous. Au fond, si on compare les résultats du semestre à ce qu'a été le premier semestre de l'année dernière, l'environnement s'est assez profondément dégradé. La croissance économique a reculé dans l'ensemble du monde et en particulier dans les pays développés qui sont, même si nous accélérons notre développement dans les émergents, qui sont encore le cœur de notre activité. Les taux d'intérêt se sont très fortement abaissés dans les grandes économies directrices, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, France. Et les marchés actions ont fortement baissé. Malgré donc un environnement macroéconomique pas favorable à des activités comme les nôtres, les résultats du groupe sont solides. Ils sont solides à la fois par la tenue du chiffre d'affaires, dont vous voyez qu'il progresse, modestement, mais qu'il progresse, et par la tenue de l'ensemble des indicateurs de résultats, notamment du résultat opérationnel, qui est stable ou en très légère progression. Tout ceci dans un contexte, et je pense que c'est important pour une institution financière, dans lequel le bilan est un bilan extrêmement solide. Les fonds propres sont à un peu moins d'une cinquantaine de milliards d'euros en progression. Les ratios de solvabilité sont à des niveaux qui sont des niveaux élevés, comme vous le verrez tout à l'heure dans le détail de la présentation. Donc, un environnement difficile, des résultats qui sont solides à la fois en termes de niveau d'activité et de profitabilité de ces activités. Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation-là? Et pourquoi est-ce que ceci nous permet de regarder l'avenir avec sérénité, même si nous savons que cet environnement risque de rester relativement turbulent? Il nous semble que le modèle d'AXA est un modèle qui, trimestre après trimestre, semestre après semestre, démontre sa solidité et son adaptabilité à l'environnement que nous connaissons. Nos activités sont des activités dans notre cœur de métier qui sont diversifiées géographiquement et diversifiées entre les branches du métier. Les activités qui sont des activités qui sont moins impactées par les marchés financiers représentent les 3/4 du résultat opérationnel. La prévoyance et la santé, l'assurance dommage. La partie épargne et gestion d'actifs représente 1/4. C'est une partie qui, avant la crise financière, avait une dynamique forte. C'est une partie qui souffre un peu plus depuis quelques années, mais dont le résultat reste quand même significatif. Mais vous voyez qu'au fond, c'est un avion qui marche sur 3 moteurs, dont 2 donnent à plein régime et 1 est un petit peu plus affecté par ce qu'est l'environnement concurrentiel. Sur le bilan, la solvabilité qui s'applique aujourd'hui, qui est solvabilité 1, le ratio est à son plus haut historique. La solvabilité qui s'appliquera peut-être demain, solvabilité 2, et sur laquelle des discussions sont encore en cours avec les autorités européennes, des discussions qui ont à la fois un peu progressé, mais qui sont un peu bloquées. Un peu progressé parce que sur une des revendications de l'industrie qui était d'obtenir le bénéfice de l'équivalence pour les activités hors d'Europe, le commissaire européen a, pris des engagements assez clairs. Un peu bloqué parce que sur les autres sujets, il n'y a pas eu de progrès significatif ces dernières semaines. Eh bien, sur Solvabilité 2, quand on regarde où est le ratio,
en tenant compte de l'équivalence, ce qui nous semble maintenant être raisonnable. On voit qu'il a un peu baissé, en fait essentiellement du fait de la baisse des taux d'intérêt et de la baisse des marchés actions, mais il est à un niveau qui est un niveau très élevé, 174%. Nous sommes donc très confortables. Nous sommes confortables aussi sur le fait que nous évoluons bien sur la ligne de marche de ce qu'est notre plan stratégique, Ambition AXA, dont vous savez que les 3 piliers sont une plus grande sélectivité dans nos activités, une accélération sur les marchés, les produits, les modes de distribution qui ont un potentiel de croissance et de marge significatif, et des efforts de productivité et d'efficacité sur l'ensemble de nos géographies et de nos métiers. Bien, quand on mesure la performance du premier semestre en ayant en tête ces priorités, on voit que nous progressons bien. Et si vous regardez la page que vous avez maintenant sous les yeux, ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer en vie épargne retraite est assez révélateur des efforts que nous faisons. Nous voulons accélérer la pénétration, le développement de nos activités de protection et de santé. Vous voyez qu'en 2 ans, entre le premier semestre 2010 et le premier semestre 2012, leur part dans le total des activités vie épargne retraite est passée de 30 à plus de 40%. Donc une augmentation de la part de ces activités de près d'1 tiers dans le mix total. Pourquoi est-ce que nous voulons accélérer ces activités-là ? Eh bien parce qu'elles ont des marges qui sont élevées, parce qu'elles sont décorrélées des marchés. Vous voyez ce que sont ces marges ? 43% de marge sur affaires nouvelles. Et comme je le disais, elles sont décorrélées, assez largement décorrélées des marchés. Nous voulons essayer de maintenir aussi stable que possible, voire de développer la part des OPCVM et des unités de compte. Bien, vous voyez que cette part est restée à peu près stable depuis 2 ans, malgré des marchés qui n'ont pas été très favorables aux unités de compte. Pourquoi est-ce que nous voulons faire cela ? Parce que là aussi, les marges sont des marges qui sont satisfaisantes et nous pensons que ce sont des produits qui sont attractifs pour les clients. Parce que si on prend des moyennes historiques longues, les marchés actions sont à des niveaux qui sont plutôt bas. Donc c'est probablement plutôt de bons points d'entrée pour le long terme. Les activités dont nous considérons qu'elles sont un peu moins intéressantes et pour les clients et pour nous, c'est-à-dire les activités d'épargne fonds généraux, leur part s'est réduite d'à peu près 10 points dans le total. Donc vous voyez que ce qui s'est passé en termes de mix d'activités est exactement ce que nous souhaitions qu'il se passe. Deuxième élément sur Ambition AXA, la volonté d'arriver sur les activités d'assurance dommages, qui représentent une part importante des activités du groupe, à une combinaison de croissance et d'amélioration de la performance. Le premier semestre montre exactement cela. Croissance de 4% du chiffre d'affaires, ce que nous considérons être vraiment une belle performance, et qui est composée en réalité de 3 choses. Une croissance forte, comme Denis Duverne vous le montrera, sur les pays émergents, puisqu'on est entre 15 et 20% de croissance du chiffre d'affaires dommages dans les pays émergents. Une croissance très significative dans les pays mûrs sur les lignes que nous appelons les lignes commerciales, et une croissance raisonnable et maîtrisée sur les lignes de particuliers. Nous avons aujourd'hui 600 000 assurés de plus qu'au début de l'année. Un peu plus de 600 000 assurés de plus qu'au début de l'année. Donc des portefeuilles qui continuent à grandir. Faire 4% de croissance en dommages dans un environnement macroéconomique où la croissance générale des PIB est en décélération, c'est une bonne performance. Et ceci ne se fait pas au détriment des résultats, au contraire, puisque le ratio combiné s'améliore de pratiquement 1 point. Il est encore un peu au-dessus de ce que sont nos objectifs pour 2015, mais nous sommes encore à 3 ans de 2015. Donc nous étions à un peu plus de 97 l'année dernière, nous sommes à 96,4 cette année. Nous trouvons que c'est une bonne performance. Sur le plan de l'efficacité, les travaux se poursuivent. Les équipes de Véronique Weil et les équipes dans l'ensemble des opérations du groupe ont continué à investir pour réaliser des gains de productivité, pour accélérer sur les programmes de multi-accès et de digitalisation du groupe. Et nous sommes parfaitement en ligne
avec l'objectif d'économie que nous avons fixé à l'horizon de 2015, qui était d'1,5 milliard d'euros, nous avons maintenant réalisé à peu près le tiers de l'objectif total. Et il nous reste 1 milliard à réaliser sur la fin de 2012, 2013, 2014 et 2015. Et nous sommes donc confortables sur le fait que nous tiendrons cet objectif. Les efforts opérationnels, l'apport des lignes de métier globales contribuent de façon assez significative à sa réalisation. Un mot de l'accélération, parce que c'est important dans des temps incertains. L'accélération, ça n'est pas juste un slogan, c'est une réalité. Si vous regardez ce qu'est la progression du chiffre d'affaires sur le segment vie épargne retraite, comme sur le segment dommages, dans les marchés sur lesquels nous souhaitions accélérer, nous sommes à pratiquement 10% de croissance en Asie sur la vie, et nous sommes à 17% sur le dommage. Nous ajoutons à cela un certain nombre d'évolutions de périmètre dont nous pensons qu'elles seront porteuses pour le futur d'accélération du chiffre d'affaires et de marges qui devraient être des marges de bonne facture. Nous avons maintenant lancé de façon officielle, il y a quelques jours en Chine, notre société commune avec ICBC, la très grande banque chinoise. Ils ont 60% du capital, nous en avons pratiquement 30%. L'accélération des ventes dès les premiers jours de lancement de cette affaire est très spectaculaire. Nous avons aussi, dans le premier semestre, comme vous l'avez vu, procédé à cette opération d'extension du périmètre sur l'Asie et sur le Mexique en rachetant les activités d'assurance dommage d'HSBC, ce qui nous fait changer de dimension en assurance dommage en Asie. Donc nous poursuivons le redéploiement du capital vers les économies sur lesquelles nous pensons qu'il y a à terme, ou vers les modes de distribution sur lesquels nous pensons qu'il y a à terme des évolutions significatives possibles. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction avant de laisser la parole à Denis pour rentrer davantage dans le détail. Retenez-en, dans un environnement qui est resté un environnement très chahuté avec les incertitudes sur la zone euro, une performance qui est une performance solide et qui montre que nous mettons en œuvre ce que nous avions dit vouloir mettre en œuvre dans le cadre d'Ambition AXA. Bonjour à tous. Je vais donc commencer par vous parler de nos activités en matière d'assurance vie épargne retraite. Cette première page reprend certains des éléments qui ont été développés par Henri. Les ventes au cours du premier semestre sur l'ensemble ont été stables, mais la dynamique commerciale est en ligne avec la sélectivité que nous recherchons, c'est-à-dire une progression de 5% sur la prévoyance et la santé. En France en particulier, nous avons lancé avec succès un produit dépendance qui s'appelle Entourage et dont Nicolas Moreau pourra vous parler si vous le souhaitez. Vous voyez qu'en épargne fonds général, on a une baisse de 6% qui, je dirais là encore, est en ligne avec notre stratégie. Il faut noter que ces produits d'épargne fonds général sont souvent vendus, et c'est le cas notamment en France, en combinaison avec des produits d'unité de compte qui ont une marge plus favorable. Les ventes en unité de compte sont en très légère baisse à 3%, et les OPCVM sont en progression de 2%, en particulier grâce au succès de notre plateforme de vente au Royaume-Uni qui s'appelle Elevate. Un petit commentaire supplémentaire sur cette marge de 43% sur les activités de prévoyance et de santé. Cette marge peut vous paraître très élevée. C'est un calcul qui est fait sur, je dirais, la valeur des profits futurs ramenés à une prime périodique de la première année, sachant qu'on va collecter des primes périodiques pendant de nombreuses années. Donc, ça n'est pas une marge sur chiffre d'affaires, c'est la valeur des profits futurs ramenée à la prime collectée la première année. Si on regarde maintenant la dynamique par marché sur les affaires nouvelles,
84% de nos ventes se font encore sur les pays développés et 16% sur les pays émergents. Il y a 2 ans, on en était à 10% seulement sur les pays émergents et 90% sur les pays développés. Donc vous voyez que cette évolution du mix qui est favorable se poursuit, mais évidemment elle ne peut pas se faire en un an. En Asie du Sud-Est, en Chine et en Inde, on a une croissance de 18%. Le résultat de notre activité est très favorable, en particulier dans des pays comme la Thaïlande, où notre produit de prévoyance a connu une croissance de 54%. À Hong Kong, les ventes sont stables, avec une bonne dynamique sur la prévoyance, mais un ralentissement sur les unités de compte. Enfin, pour terminer sur les pays émergents, on a une assez forte décroissance en Europe centrale, une décroissance de 36%, qui est due à la modification de la réglementation sur les fonds de pension en Pologne. Et donc, les fonds de pension ne collectent pratiquement plus d'argent nouveau et on a dû redéployer nos forces de vente sur les produits d'assurance vie traditionnels. Ce redéploiement ne se fait pas non plus à très grande vitesse et donc on a connu une décroissance sur cette région qui pénalise notre progression sur le premier semestre sur les pays émergents. Quelques commentaires sur les pays matures. On a une bonne progression sur le Japon ce semestre, avec une croissance de 36% sur les unités de compte et une croissance de 11% sur la prévoyance et la santé. En France, à nouveau, une grande sélectivité, avec une progression satisfaisante sur la prévoyance et la santé, tandis que les fonds en euros reculent. Donc la collecte nette sur la France est à l'équilibre, ce qui est sensiblement mieux que le marché français qui, comme vous l'avez vu, mois après mois, est en décollecte depuis le début de cette année. Si on fait un zoom maintenant sur la gestion du fonds général dans un environnement de taux bas, le taux de rendement de nos actifs au premier semestre était de 3,8% sur l'ensemble du fonds général épargne du groupe. Ça se compare avec des taux garantis à 2,2%. Donc vous voyez qu'on a une marge maximum qui est encore de 160 points de base. Et ça se compare également à des taux garantis sur les affaires nouvelles de seulement 0,7%. Donc nos affaires nouvelles ont des taux garantis très bas, ce qui veut dire que même si cet environnement de taux bas devait se poursuivre pendant de très nombreuses années, on serait capable de continuer à dégager des résultats positifs et en même temps à servir des intérêts satisfaisants à nos clients. Nous avons une politique d'investissement qui est, je dirais, à la fois prudente et dynamique, qui nous donne, je dirais, un certain confort dans la façon dont nous gérons ces activités. Le groupe AXA dispose d'environ 10 milliards d'euros de réserves pour participation aux bénéfices futurs des assurés. Et donc, nous sommes, je dirais, tranquilles sur la gestion de ce fonds d'épargne en euros. Résultats opérationnels par activité. Donc, on constate une bonne performance des 3 principaux segments, une progression de 9% du résultat avant impôt en prévoyance et en santé, une progression de 3% du fonds général épargne, ce qui montre bien que nous arrivons à maintenir nos marges dans ce domaine malgré la baisse des taux. Une forte progression des unités de compte à 28%, qui est due à la fois à des frais d'entrée sur notre activité en Italie avec MPS, qui s'est bien développé en unité de compte, et à des participations bénéficiaires sur la France. Le seul segment qui est décevant ce semestre, c'est les variable annuities aux États-Unis, sur lesquels nous avons un résultat qui est légèrement négatif, sachant que la contribution des États-Unis au résultat de l'assurance vie reste, quant à elle, substantiellement positive à plus de 200 millions d'euros. Donc, résultat opérationnel de l'activité vie épargne retraite, plus 3% à taux de change comparable, plus 7% en valeur absolue,
Et vous voyez sur la partie droite de la page la contribution des différents pays. Cette performance résulte à la fois de l'amélioration du mix d'activités dont j'ai déjà parlé, mais aussi de la baisse des frais généraux grâce à la mise en œuvre des programmes d'efficacité dont Henri vous a dit un mot. On peut noter le niveau très important des résultats au Japon ce semestre, en progression de plus de 100%, qui marque à la fois un effet fiscal favorable, mais surtout le fait que l'année dernière, le résultat avait été impacté par le tremblement de terre et le tsunami. On peut noter aussi la bonne progression du résultat en Suisse et sur les marchés en forte croissance. Donc, bon résultat opérationnel sur l'assurance vie. C'est le message avec lequel je souhaiterais que vous restiez. Si on passe maintenant à l'assurance dommage, d'abord sur l'activité. L'activité, Henri Decazes vous l'a dit, a progressé d'environ 4%. Je retiens 3 tendances. Le chiffre d'affaires progresse sur tous les marchés, à l'exception de l'assurance directe au Royaume-Uni, où nous avons entrepris un nettoyage du portefeuille après une période de croissance très rapide, et du marché espagnol, qui est malgré tout marqué par la crise. Les particuliers ont cessé d'acheter des automobiles, et les clients cherchent plutôt des garanties moins coûteuses. D'une manière générale, les tarifs en assurance dommage ont continué d'augmenter dans la plupart de nos marchés, et on continue à attirer de nombreux clients particuliers, un peu plus de 600 000 au premier semestre de cette année contre 700 000 l'année dernière, ce qui prouve que notre offre reste compétitive et pertinente. La progression globale est dopée par la progression de 17% sur les marchés à forte croissance et par la progression de notre entité AXA Global Direct. Donc c'est le direct hors Royaume-Uni qui a très bien progressé également d'environ 10%. En assurance d'entreprise, on note une accélération. L'assurance d'entreprise progresse de 5% à base comparable, de 8% en publié. On note un grand dynamisme commercial des marchés à forte croissance, mais aussi un redressement des tarifs sur les pays mûrs. En ce qui concerne la profitabilité, vous voyez qu'on a une très légère baisse du ratio de sinistralité de 72,4% à 72,2%. Cette baisse est affectée, je dirais, par une augmentation des catastrophes naturelles qui nous coûte 0,4 points, mais aussi dans le ratio de sinistralité courant, un coût plus important du gel qui représente une aggravation de 0,9, ce qui veut dire que les moins 0,6 en fait, sont un signe d'une très bonne qualité de souscription, puisque, en dépit d'événements naturels et climatiques importants, on a réussi à améliorer notre ratio de sinistralité. Le taux de chargement, quant à lui, a baissé de 0,5 points, de 26,8 à 26,3. Donc, l'effort de productivité et d'efficacité noté tout à l'heure par Henri Decazes se poursuit et impacte également l'assurance dommage. Au total, notre ratio combiné courant, qui est le ratio, je dirais, qui correspond à la souscription de l'année, est en amélioration de 0,7 points, quand notre ratio tous exercices progresse, comme vous le voyez sur la page suivante, de 0,8 points, de 97,2 à 96,4. On est donc très près de l'objectif qu'on s'était fixé pour 2015 de 96%. Si on regarde maintenant le résultat opérationnel sur la page suivante, il progresse de 6% en publié et de 4% à base comparable, avec un résultat financier qui est stable. Cette performance est portée par les bons résultats de la France, qui est le premier contributeur avec près d'un quart du résultat, mais aussi par la Belgique, dont le ratio combiné a diminué de plus de 7 points. Passons maintenant à la gestion d'actifs. Vous voyez dans cette page que les actifs sous gestion ont augmenté de 40 milliards d'euros par rapport à la fin 2011, largement du fait de la baisse des taux d'intérêt qui a conduit mécaniquement à une appréciation des actifs obligataires. Je reviendrai sur la décollecte de 8 milliards d'euros dans le prochain slide. Comme vous le savez, AXA Investment Managers et AllianceBernstein
gère à la fois des actifs pour les sociétés d'assurance du groupe et pour compte de tiers. Et vous avez le détail sur la droite de cette page. Au total, le groupe gère 1100 milliards d'euros, très légère progression par rapport à l'année dernière. Et le groupe reste un des 5 premiers gestionnaires d'actifs mondiaux. Si on regarde les indicateurs d'activité de la gestion d'actifs, le chiffre d'affaires est en baisse chez les 2 gestionnaires, principalement en raison de la baisse des commissions de gestion chez AllianceBernstein et des moindres commissions de performance et de commissions sur les transactions immobilières chez AXA Investment Managers. La collecte nette est négative de 8 milliards d'euros. Cette décollecte est cependant nettement moins importante que celle des 2 années précédentes. On voit donc qu'il y a un redressement de la gestion d'actifs qui est porté par de très bonnes performances d'investissement chez AXA Investment Managers et des performances plus contrastées mais bonnes dans de nombreuses expertises chez AllianceBernstein, ce qui signale que la stratégie de diversification qui a été menée par Peter Kraus et ses équipes depuis 4 ans commence à porter ses fruits. Résultat opérationnel de la gestion d'actifs en hausse de 2% à données publiées, en baisse de 4% à données comparables. La croissance est portée par le résultat opérationnel de AllianceBernstein qui augmente de 19% et est généré en dollars, alors que le résultat opérationnel d'AXA IM baisse de 17%. Cette progression chez AllianceBernstein est due à la fois à un résultat fiscal plus favorable et à une forte réduction des dépenses qui a été menée au même rythme que la réduction des commissions de gestion liées à la décollecte. Si on résume maintenant la performance globale du groupe, s'agissant du chiffre d'affaires d'abord, il est en progression de 1,4% en base comparable pour atteindre 48,4 milliards d'euros. C'est le résultat des différentes tendances que je vous ai déjà commentées. Le résultat opérationnel, quant à lui, progresse de 3% en publié. Il est stable à change constant. Je vous ai déjà commenté la vie épargne retraite, l'assurance dommage et la gestion d'actifs. Un mot pour commenter l'assurance internationale qui baisse de 18%. Les 2 activités que sont AXA Corporate Solutions, donc l'assurance des grands risques industriels, et AXA Assistance, ont des résultats stables à 80 millions d'euros pour AXA Corporate, à 11 millions d'euros pour AXA Assistance. Donc la baisse provient uniquement du résultat opérationnel de nos activités de gestion de run-off. Donc on a des vieux portefeuilles d'assurance et de réassurance en run-off qui ont donné d'excellents résultats dans les années précédentes. Au fur et à mesure que les engagements diminuent sur ces contrats, on va constater une baisse du résultat sur cette assurance en run-off. Mais les activités, je dirais, que nous poursuivons, AXA Corporate et AXA Assistance, se comportent bien. Passons maintenant au résultat courant et au résultat net. Le résultat courant bénéficie de la bonne performance du résultat opérationnel, mais il reflète également la situation des marchés financiers au premier semestre 2012. On a au total une progression de 1%. On a moins de plus-value, mais aussi moins de dépréciation d'actifs. L'année dernière, au premier semestre, on avait commencé à déprécier nos titres grecs. Cette année, on n'a plus cette situation, mais les marchés financiers restent difficiles et on a eu encore quelques provisions pour dépréciation durable. Le résultat net, je vous rappelle, l'année dernière avait été marqué par la cession de notre participation minoritaire dans Taikang en Chine et la cession de nos activités d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Ces 2 activités avaient conduit à dégager 1,4 milliard d'euros de plus-value. Et donc, on a un résultat qui, hors ces plus-values, est stable. Passons maintenant au bilan pour vous redire que le groupe a maintenu, voire amélioré sa solidité financière. Quand on regarde les fonds propres ont augmenté d'environ 2 milliards d'euros, ce qui reflète la hausse des plus-values latentes nettes. Les fonds propres ont baissé
de 2 milliards d'euros du fait d'un changement de norme comptable au 1er janvier 2012 sur les coûts d'acquisition différés, mais cette baisse a été plus que compensée par l'amélioration par le résultat que nous avons dégagé et l'amélioration des plus-values latentes. Ratio de solvabilité 1, très bien tenu à 207%, à la fois impact du résultat opérationnel et de la hausse des plus-values latentes. Notre ratio de solvabilité économique baisse légèrement à 174% du fait de la baisse des taux d'intérêt sur le premier semestre, mais il se maintient à un niveau qui reste très confortable. Le ratio d'endettement est à 27%. Il souffre mécaniquement de cet effet sur les coûts d'acquisition différés sur le bilan, mais il reste à un niveau qui est très confortable. Notre dette nette s'est réduite de 13,4 à 13,2 milliards d'euros, ce qui veut dire qu'on continue à avoir une gestion financière très conservatrice. Si on regarde le portefeuille d'actifs de 479 milliards d'euros, vous savez que les actifs sont mesurés dans les compagnies d'assurance à leur valeur de marché au 30 juin, et ces actifs sont adossés aux engagements de nos assurés, et donc ils doivent refléter la nature de ces engagements. Ce sont donc des actifs qui sont à long terme. On a une duration sur nos portefeuilles qui est supérieure à 8 ans. Vous voyez qu'il y a 83% environ d'actifs obligataires, à la fois obligations d'État et obligations d'entreprise et autres actifs obligataires. Nous avons maintenu cette allocation. Au cours du premier semestre, nous avons investi environ un quart de nos nouveaux investissements de 25 milliards dans des obligations d'État et environ la moitié dans des obligations du secteur privé, le reste dans les autres classes d'actifs. Si on regarde l'exposition aux obligations souveraines des pays périphériques de la zone euro, cette exposition a légèrement diminué d'environ 3 milliards d'euros. Le montant de cette exposition est environ 10% du total de nos actifs obligataires d'État et seulement 5% du total de nos actifs investis. Passons maintenant aux plus-values latentes nettes. Ces plus-values s'élèvent à 10,4 milliards d'euros. Si on prend celles qui sont au bilan, 7 milliards, et celles qui sont hors bilan, qui portent sur l'immobilier et les prêts, 3,4 milliards. Et quand on regarde les plus-values latentes sur les obligations d'État par pays, on s'aperçoit que du fait de notre portefeuille d'investissement qui est relativement peu exposé aux pays périphériques de la zone euro, les plus-values latentes ont sensiblement augmenté ce semestre du fait de la baisse des taux dans ces pays. Elles ont augmenté de 2 milliards d'euros qui revient aux actionnaires, donc après impact des participations bénéficiaires des assurés et de l'impôt. On voit donc là l'effet de la diversification d'AXA et l'effet de notre politique d'investissement qui reste très conservatrice. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Henri Decastre. Merci Denis. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit, seulement rappeler, encore une fois, que nous considérons que dans un environnement qui est un environnement qui a été difficile et qui le reste, ces résultats sont des résultats solides, ce qui veut dire que nous allons continuer de mettre en œuvre ce que sont les priorités d'ambition AXA dans les semestres et dans les années qui viennent, parce que nous pensons que c'est ce qu'il faut faire pour la satisfaction des clients et la création de valeur pour les actionnaires. Voilà, nous sommes maintenant prêts à répondre aux questions. On va peut-être commencer par prendre des questions dans la salle. Oui, on va vous apporter des micros. Je vous demande simplement pour ceux qui ne sont pas dans la salle de dire qui vous êtes avant de poser votre question. Oui, merci Thomas Hanke du Handelsblatt. J'ai deux questions si vous permettez. Premièrement, si vous pourriez expliquer le développement de vos activités en Allemagne. Et deuxièmement, qu'est-ce qui est votre scénario central pour la zone euro et sous quelles conditions est-ce que vous serez prêt à augmenter votre engagement vis-à-vis des souverains des périphériques? Ce sont deux questions qui
mérite de long développement. En tout cas, la deuxième partie, je vais commencer par celle-là. Sur la zone euro, je crois qu'il faut distinguer les turbulences de court terme de ce que sont les évolutions de long terme. À court terme, il nous semble évident que les choses peuvent risquer de rester relativement chahutées. À long terme, nous sommes plus sereins. Dans quel environnement est-ce qu'on se trouve? Il faut maintenant corriger des erreurs ou des insuffisances qui résultent de décisions accumulées sur pratiquement une génération, qui sont de deux natures. En général, un excès de dépenses des États et une insuffisance de réformes structurelles pour un certain nombre d'économies de la zone. C'est le premier type d'erreur à corriger. Le deuxième type d'erreur à corriger, c'est dans la construction de l'euro, dont on peut considérer quand même que ça a été un succès pour l'Europe depuis 10 ans. Il y avait un certain nombre d'insuffisances, notamment dans la définition des processus de résolution de crise. Ce sont ces deux choses que, cas un cas, les gouvernements s'efforcent de régler, les gouvernements et la Banque centrale s'efforcent de régler depuis maintenant 2 ou 3 ans. Il serait naïf d'espérer que tout ceci se règle en quelques trimestres. Donc, il faut regarder ce que sont les mesures de fond qui ont été prises et si elles vont, à terme, produire leurs effets. Nous constatons que des réformes de structure sérieuses sont en train de se mettre en place dans des économies importantes de la zone, comme l'Espagne et l'Italie, qu'il devrait ressortir de tout ceci des budgets mieux gérés et des économies plus performantes lorsque les effets de ces réformes commenceront à se produire. Nous constatons par ailleurs que même si c'est un processus difficile, parce que les opérations à chaud sont toujours beaucoup plus difficiles que les opérations à froid, petit à petit se mettent en place des processus de résolution de crise. Au niveau de la zone euro, le SF, le FSF, l'idée de progresser vers une union bancaire. Donc, si on prend une perspective de long terme, il nous semble que les choses vont plutôt dans la bonne direction. Et il nous semble que, dans tout ceci, l'Allemagne est un pôle de stabilité constructive. C'est-à-dire que l'Allemagne, qui a fait ses réformes de structure avant les autres, qui a eu une politique budgétaire raisonnable, fait à la fois preuve de fermeté à l'égard de ses partenaires, mais c'est aussi, quand la crise prend un tour un peu aigu, faire preuve de la souplesse nécessaire pour éviter que des accidents malheureux ne se produisent. Donc, si on prend la perspective de long terme, il nous semble que les choses vont plutôt dans la bonne direction. Elles iront complètement dans la bonne direction le jour où la deuxième économie de la zone euro, qui est la France, fera de véritables réformes de structure et aura démontré qu'elle est vraiment capable de réduire sa dépense publique. Voilà. Alors, à court terme, les choses sont plus chahutées parce que les marchés sont impatients et qu'ils sont passés d'un état dans lequel, entre 2000 et 2008, je dirais, ils faisaient un peu un crédit d'intention à la construction européenne et à la construction de l'euro. Ils sont passés de ça à une situation de procès d'intention. C'est-à-dire maintenant, tout mouvement sur la zone euro est suspect ou entaché de doute et de cynisme. Les deux étaient probablement un peu excessifs. Je pense qu'au total, sur le long terme, les choses vont plutôt dans la bonne direction. Le principal risque, c'est pour nous un risque d'accident sur le parcours, c'est-à-dire un risque que les États qui ont fait des réformes de structure profondes et qui, pour l'instant, n'en tirent pas le bénéfice parce que leur taux d'intérêt reste très élevé, ne se découragent. Et donc, je pense qu'il faut bien veiller à ce qu'on essaye d'aider, et je pense que c'est le sens de ce qu'a indiqué la Banque centrale, aider les États qui sont vraiment en train de mettre en œuvre des réformes de structure profonde à tirer le plus vite possible le bénéfice de ces réformes. Mais je crois qu'un certain pragmatisme est en train de se faire jour et qu'en particulier, on est en train de réaliser que sur le retour à l'équilibre budgétaire, il faut savoir faire la différence entre ce qui est structurel et ce qui est conjoncturel. Ce qui est important, c'est de ramener à zéro
le déficit structurel, on peut être un peu plus souple sur la partie conjoncturelle du déficit. Donc voilà, ça veut dire quoi pour nous avant de passer sur les activités allemandes ? Nous sommes des investisseurs importants sur les dettes de la zone euro. Vous avez vu que les plus-values dont nous disposons excèdent très largement les moins-values que nous devons constater. Nous n'avons pas aujourd'hui de titre grec, nous n'avons plus aucun titre grec. Nous avons encore, et c'est bien légitime parce que nous avons des activités dans ces pays, des titres de dette italienne et des titres de dette espagnole. Les moins-values que nous constatons sur ces titres aujourd'hui, c'est-à-dire, comme l'a montré Denis Duverne tout à l'heure, 600 millions d'euros, doivent se comparer à ce qu'est le volume total des plus-values du groupe, 10 milliards d'euros, et à ce qu'est le volume des plus-values sur les autres dettes souveraines des autres pays de la zone. Si je prends juste le stock de dette française, les plus-values sur la dette française représentent 2 fois les moins-values sur l'Italie et sur l'Espagne. Donc nous sommes dans une situation que nous jugeons raisonnable, confortable. Voilà sur la zone euro. Sur l'Allemagne, nos activités en Allemagne sont des activités qui continuent de se dérouler dans des conditions qui sont satisfaisantes, même si l'Allemagne est, sur le périmètre des activités du groupe dans les pays traditionnels, l'un des endroits dans lesquels le plus d'efforts de productivité doivent être faits. Nous avons en Allemagne des marges importantes d'amélioration de notre productivité. Thomas Buberl, qui est le nouveau CEO de nos activités allemandes, a repris ce chantier avec beaucoup d'énergie et de fermeté. Et nous n'avons pas de doute sur le fait que les efforts qu'il a engagés, et notamment les discussions qu'il a engagées avec les partenaires sociaux, porteront leurs fruits et nous permettront de renforcer encore l'efficacité et la profitabilité de nos activités allemandes. Voilà une longue réponse à cette première question. Autre question ? Oui. Bonjour, Fabio Benedetti, agence Bloomberg. Juste à la suite de la question de mon confrère, sur les dettes publiques italiennes et espagnoles, est-ce que vous avez recommencé des achats à la suite du Conseil européen de la fin juin? Et puis notre question sur AXA Private Equity, savoir là où vous en êtes dans la revue stratégique de cet actif. Oui. Bon, sur AXA Private Equity, nous avons dit que nous considérions une cession d'une partie du capital que nous détenons dans la société de gestion, ce qui ne signifie pas que nous réduisons nos engagements dans la classe d'actifs private equity pour les compagnies d'assurance. Mais nous considérons que pour le développement de cette activité et que pour l'équilibre des activités du groupe, détenir 100% de la société de gestion n'est ni une obligation, ni une nécessité, ni probablement le meilleur moyen de développer les choses. C'est une activité extrêmement marginale et périphérique dans l'ensemble du poids. Je dirais, si on regarde le poids de l'ensemble du groupe, les choses progressent. Elles trouveront une conclusion raisonnable dans un délai raisonnable. Denis, tu veux répondre sur le détail des achats qu'on ne vous donnera pas jour par jour? Non, sur l'Italie et l'Espagne, nous n'avons pas repris les achats de dettes souveraines au cours du premier semestre, ni d'ailleurs depuis, parce que les cash flows de nos activités dommages et épargne fonds général ne le nécessitaient pas. Autre question, madame, je crois, à côté. Bonjour, Chiara Rancati de l'agence italienne ANSA. Deux petites questions sur Montepaschi. Avant tout, sur le plan de redressement qu'ils ont mis en place, quelle est votre opinion de ce plan? Et est-ce que vous êtes convaincu que ça va aider à remonter un peu le cours de bourse qui est maintenant très très bas? Et la deuxième, on sait que la société a demandé une aide d'État à travers un prêt qui a comme condition que ce n'est pas totalement remboursé, il pourrait y avoir une entrée de l'État dans le capital de Montepaschi. Est-ce que vous craignez une situation de ce type-là? Alors, plusieurs choses. D'abord, nos activités en Italie avec Montepaschi, le cœur économique de ces activités, c'est la filiale commune que nous avons en assurance vie et en assurance dommages. Montepaschi Vita, Montepaschi Dani. Montepaschi AXA, le AXA MPS. Ces activités-là marchent bien.
Nous sommes contents de la performance de nos activités communes qui continuent à se développer. C'est dans la région de Jean-Laurent Garnier qui est au premier rang. Il peut vous en dire plus si vous le souhaitez, mais les activités industrielles que nous partageons marchent bien. Bon. Ensuite, nous sommes actionnaires de la banque. Nous pensons que sur le long terme, c'est une banque de détail en Italie qui a une bonne position de marché et qui doit être profitable. Il est indéniable qu'elle a des efforts de redressement à faire dans le court terme. Tout le monde connaît ce qu'a été l'histoire. Nous pensons que le nouveau management est en train de faire les efforts nécessaires pour redresser les choses, et nous pensons que ces efforts seront couronnés de succès. Alors, il fallait qu'ils renforcent leurs fonds propres pour satisfaire aux obligations européennes. Ils sont en train de trouver les moyens de le faire. Ceci devrait conforter ce que sont les efforts de redressement industriel. On peut ajouter simplement que la stratégie qu'on a menée sur AXA MPS est complètement en ligne avec celle qu'on mène dans le reste du groupe, c'est-à-dire une focalisation sur la prévoyance. Dans le plan stratégique, dans le plan industriel de la banque indique elle-même qu'elle veut être le lieu de la prévoyance. Et grâce à cette focalisation sur la prévoyance et l'assurance dommages, la dynamique commerciale reste très bonne. Je crois qu'il y avait une question de Madame de Guigné. Merci. Bonjour, Anne de Guigné, Le Figaro. J'aurais voulu vous demander un petit point sur l'assurance vie en France. Je ne sais pas quel est votre scénario sur l'évolution des taux, si vous les voyez rester bas à moyen terme. Et voilà, dans ce contexte, comment vous voyez évoluer les activités, et notamment avec le projet de doublement d'un cours du livret A. Je ne sais pas si vous avez un peu... j'imagine que vous avez des projections en termes de flux de capitaux. D'accord. Alors, Nicolas, est-ce que tu veux répondre? Premier rang. Ouais. Premier rang. Oui. Nicolas Bonjour. Moreau, patron de la France. Nos scénarios en termes de taux sur l'assurance vie, c'est un petit peu tôt pour en parler maintenant. L'année dernière, le marché avait versé environ 3%. Depuis, les taux ont baissé. Les taux français ont baissé et les taux de réinvestissement sont inférieurs à ce qu'on avait dans les années précédentes. Donc, il est assez probable que les taux sont plutôt à la baisse par rapport à ce 3%. Maintenant, les portefeuilles sont importants, donc ils seront marginalement à la baisse par rapport à ces 3%. Le livret A, son impact, ça ne sera pas forcément un impact positif. Donc vous avez les chiffres de la FFSA, qui sont les chiffres qui sont environ entre 10 milliards et 20 milliards de baisse d'encours. Le doublement du livret A, d'abord ça va aller, d'abord c'est 30 000 €, donc c'est pas forcément, on a des clients qui versent plus que ça, ça peut être des montants plus importants. Ensuite, il n'est pas forcément adapté à tout ce que peut faire, enfin je ne vais pas reprendre la terme du couteau suisse, mais avec l'assurance vie on fait beaucoup de choses, on prépare de la retraite, on fait des plans de succession, on organise sa succession, on finance des projets, on fait plein de choses. Le livret A n'est pas forcément adapté à cela. On ne sait pas si le doublement du livret A ne s'accompagnera pas d'une application de la CSG-CRDS sur les revenus du livret A, ce qui pourrait être une possibilité. Ce qu'on voit aussi sur le livret A, c'est qu'en fait, on a deux familles d'investisseurs sur le livret A. On a ceux qui ont des très petits montants et qui utilisent le livret A pour vivre, enfin comme compte bancaire. Et puis on a les gens qui ont saturé leur livret A. Et donc on a les deux familles. Et en fait, le doublement du livret A va favoriser plutôt les gens plutôt favorisés que les autres. Donc je crois que le gouvernement continue à s'interroger sur l'opportunité de le faire ou non. Le nouveau patron de la Caisse des dépôts a annoncé l'autre jour qu'il fallait le faire. Visiblement, on a eu aussi des visites on a des enquêtes publiques qui continuent pour s'interroger sur l'opportunité de le faire. Donc on va regarder ces développements. C'est pas ça qui mettra à mal l'assurance vie.
Ça prendra un peu de réserve. Enfin, si ça prend 10 ou 20 milliards de réserve sur 1400 milliards, c'est pas non plus ça qui va sonner la fin de l'assurance vie. L'assurance vie, on peut aussi... vous avez vu qu'on a beaucoup d'unités de compte. On peut faire des plans de réinvestissement dans un environnement de taux bas, investir dans des actifs un peu plus risqués. Ça peut être aussi plus intéressant, parce qu'un jour, les taux vont remonter. Et à ce moment-là, être exposé sur des actifs qui ne seront pas sensibles à cette remontée des taux, c'est aussi un aspect qui est très positif. Vous savez, si on veut relancer la croissance dans ce pays, il faut favoriser l'investissement et l'investissement long. Le livret A, c'est de l'épargne de court terme, fiscalement avantagée. Ça ne répond pas à cet objectif. L'assurance vie, qui, comme Nicolas l'a rappelé, est un produit long, puisque les avantages de l'assurance vie ne se matérialisent que si le client reste plus de 8 ans, qui est un produit diversifié et qui permet d'investir dans les actifs longs de l'économie, correspond parfaitement à ce qu'il faut faire si l'on veut favoriser l'investissement. Donc, si le gouvernement en tire des conclusions logiques, l'environnement de l'assurance vie devrait rester stable et la concurrence du livret A être marginale. Je crois qu'on peut ajouter également, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'en France, on a réussi à faire mieux que le marché, c'est-à-dire à avoir une collecte nette à l'équilibre, grâce à deux choses. D'une part, on a une forte présence en assurance collective, et d'autre part, on a fortement développé toutes les activités de prévoyance, d'assurance dépendance, et donc on se sent bien équipé pour continuer à faire face à cet environnement difficile. Question suivante. Ouais. Oui, bonjour, Lionel Garnier, Le Revenu. J'ai 3 questions, s'il vous plaît. La première concerne la Chine et cet accord qui est enfin opérationnel avec ICBC. À partir de quelle échéance peut-on s'attendre à un impact positif pour les comptes d'AXA ? À quel moment on va avoir un impact sur le résultat opérationnel ? Deuxième point, concernant l'accord de financement, enfin les tuyaux bancaires branchés sur votre bilan pour prendre des financements privés. Quels sont vos objectifs? Quels sont les encours que vous attendez à un horizon de, par exemple, de 18 mois, 18-24 mois? Et quel différentiel de rendement on peut avoir par rapport à ce qu'on connaît, enfin, à ce que vous connaissez classiquement sur du corporate? Et une dernière question, vous avez un rendement du portefeuille à 3,8, semble-t-il, au 30 juin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Quelles sont vos hypothèses pour l'année 2012 et à quoi doit-on s'attendre au cours des 2 prochaines années, compte tenu de... aujourd'hui, les investissements sur l'obligataire d'État sont terriblement bas. Donc, quelle est la baisse tendancielle à laquelle on doit s'attendre? Merci. D'accord. Sur l'accord avec ICBC, on avait commencé à faire des affaires avec ICBC avant que l'accord, c'est-à-dire le transfert ou la modification d'équilibre dans l'actionnariat ne se mette en œuvre. Mais depuis que le lancement de la joint venture est officiel, c'est-à-dire depuis que les autorités chinoises ont donné leur accord réglementaire, les volumes de vente ont très très considérablement augmenté. Alors, il va se produire ce qui se passe dans tout développement extrêmement rapide de sociétés d'assurance vie. Le chiffre d'affaires augmente tout de suite. Les résultats n'augmentent pas tout de suite puisqu'on subit d'abord les coûts d'acquisition sur l'accélération des affaires. Donc, il faudra probablement attendre quelque chose qui est de l'ordre de 2015 pour que ça ait un impact sur les résultats opérationnels. En revanche, la création de valeur, elle commence tout de suite, puisque c'est le mécanisme de la valeur des affaires nouvelles. Vous engrangez des affaires tout de suite, dont la profitabilité va s'étager ou s'étaler au fil des années. Notre sujet sur le marché chinois, ça va être de convaincre nos partenaires d'adopter un bon mix de produits. Parce que la tentation dans les pays émergents des partenaires, c'est toujours de faire du volume en ayant le sentiment que le volume générera les marges. Or, les primes uniques ne sont pas nécessairement ce qui est le plus profitable. Les primes récurrentes le sont davantage, même si elles sont moins spectaculaires en volume.
Mais nous sommes raisonnablement confiants. ICBC est une banque d'une extrême puissance. C'est la première banque chinoise, c'est aussi la première du monde. Ils ont 230 ou 240 millions de clients. Le président d'ICBC a clairement réaffirmé l'objectif que cette société devienne la première des sociétés d'assurance vie étrangère sur le marché chinois et qu'elle devienne la 3e ou la 4e société d'assurance vie au total. Quand on regarde les parts de marché que ça représente, tout ceci nous rend relativement confiants. Pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter en volume, l'investissement en fonds propres prévu par les 2 partenaires sur les 4 années qui viennent est d'1,5 milliard d'euros, dont 500 millions pour notre part. Donc c'est un investissement significatif qui devrait supporter un développement assez important des affaires. Denis, tu veux répondre sur les accords avec la Société Générale? Donc sur ce que vous appelez les tuyaux bancaires, donc le crédit aux entreprises moyennes grandes, on a donc cet accord avec la Société Générale et il y a eu un communiqué de presse qui est sorti cette semaine pour, célébrer la première mise en place de prêts. Nous sommes sollicités également par des banques d'autres pays européens. Et donc, on est relativement optimiste qu'on va arriver à avoir plusieurs accords de même nature. Mais il ne faut pas non plus, survendre cette activité. On s'attend peut-être à 500 millions d'encours en fin d'année et, à 2 ans, peut-être à 2 milliards d'encours. Si on a 3 ou 4 banques avec lesquelles nous arrivons à passer des accords sur un fonds général de 480 milliards. Donc, c'est pas ça qui va à lui seul changer le rendement de nos actifs. Et en ce qui concerne les spreads, ils sont en ligne avec, les spreads d'une dette de même type de notation qu'on peut trouver par ailleurs. Sur ce qui va se passer sur le rendement des portefeuilles, donc on a, comme vous l'avez dit, un rendement sur le premier semestre en assurance vie de 3,8. Il est resté à 4% en assurance dommage. Ça reflète le fait que nous avons des durations assez longues sur ces portefeuilles. Et vous pouvez voir dans la présentation qu'on fait aux analystes que le rendement des 25 milliards que nous avons investis au premier semestre est de 2,9%. Donc il y a effectivement une dilution du rendement du portefeuille par le rendement des nouveaux investissements. Ceci dit, comme on vous l'a montré, les taux garantis des affaires nouvelles sont beaucoup plus faibles que les taux garantis du portefeuille. Et donc, on est relativement confiant dans notre capacité de conserver une marge d'investissement, on l'a dit, sur le moyen terme de 70 à 80 points de base. On n'est pas inquiet sur notre capacité à conserver cette marge d'investissement. Autre question? Y a-t-il des questions au téléphone? Non? Il y a une autre question d'Anne de Guigné. Sur le secteur en France, plusieurs acteurs ont présenté des niveaux de solvabilité assez faibles au premier semestre. Et je me demandais si vous anticipiez dans les prochaines années un mouvement de consolidation en France auquel vous pourriez éventuellement participer. Notre souci principal, nous n'avons pas besoin sur le marché français de faire des acquisitions. La dynamique de nos réseaux est telle que nous gagnons des clients tous les jours. Nous avons envie de prendre des parts de marché. Les équipes de Nicolas, d'ailleurs, les prennent. Ça ne passe pas nécessairement par des acquisitions. Et ce qu'on peut penser, c'est que la situation plus difficile de certains acteurs va avoir un effet de rationalisation sur les marges et sur les tarifs, plutôt que de conduire à des grands mouvements de rapprochement. Et aussi sur tout ce qui est business de long terme, comme la retraite, la prévoyance d'entreprise ou des risques d'entreprise. On commence à voir des pans d'activité qui viennent vers nous parce que
on a un crédit qui est plutôt plus fort, qui est le plus fort du marché, et donc on est plutôt on a du business qui vient grâce à ça. Donc nous sommes satisfaits de ce que nous avons en France. Nous pensons que la dynamique de nos activités est bonne. Puis je ferai une remarque, je dirais, macroéconomique générale. Le taux de l'impôt sur les sociétés en France est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Les charges sociales sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs. En termes d'allocation de capital dans une économie ouverte, il faut essayer d'utiliser bien le capital qu'on y a. Il n'est pas nécessairement, quand on a un certain nombre je dirais, d'autres choix dans le développement de nos affaires, prioritaire de remettre du capital supplémentaire sur ce territoire. J'aurais eu deux questions. C'est par rapport à la tendance en Belgique et en Suisse sur l'assurance en fait dommages. Donc c'est très dynamique en Belgique, même plus 60%, alors qu'en Suisse ça baisse de 10%. Est-ce qu'il y a eu des éléments d'une évolution exceptionnelle, enfin, pour quelles raisons premier semestre, ou est-ce que c'est récurrent ces tendances? Et puis j'avais une question sur la composition du résultat opérationnel en assurance vie, parce que vous donnez un chiffre de plus d'1 milliard pour les métiers de prévoyance et santé, ce qui fait quasiment, enfin, si je ne m'abuse pas, la totalité, enfin, c'est quand même très élevé par rapport à un résultat opérationnel qui est d'1,4 milliard d'assurance vie. Ça ne fait pas la totalité, ça fait les 2/3. Un 2, c'est très élevé. Non, oui, c'est un chiffre avant impôt. C'est un chiffre avant impôt. C'est quasiment 90%. Non. Vous confondez l'avant-impôt et l'après-impôt. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais. Bien sûr, oui. Mais en tous les cas, c'est effectivement les 2/3. Donc, c'est quelque chose qui ne ressortait pas avant d'une façon aussi significative. Enfin, est-ce que les contrats d'assurance vie traditionnels, il y en a certains qui sont peut-être inclus à partir de quel moment les contrats sont... où les affaires sont incluses dans cette activité-là, parce que c'est vrai que... Mais vous découvrez l'évidence. C'est-à-dire, vous découvrez ce qu'on vous dit depuis plusieurs années. C'est-à-dire que nous souhaitons mettre l'accent sur la santé et la prévoyance, parce que ce sont des activités qui génèrent de la croissance et des marges, et qui représentent d'ores et déjà la partie la plus importante de nos affaires d'assurance vie. Si vous revenez sur, ça doit être le premier ou le deuxième slide de la présentation. Voilà, c'est la page. Moi, j'ai ça sous la page 7. Non, oui, bon, ça, par exemple, ça va très bien. Mais même la page d'avant. Voilà. Prévoyance et santé, c'est un élément important dans l'activité du groupe. C'est ce qui est porteur de marge, et c'est pour ça que ça représente une partie importante de l'assurance vie au total. Ça ne veut pas dire que la partie épargne n'est pas rentable, mais on est dans une conjoncture dans laquelle les marchés actions ont baissé, les taux d'intérêt sont bas. Alors que dans la partie de la décennie, du début de la décennie 2000, 2003, 2007, la partie la plus dynamique, c'était la partie épargne, parce que les marchés actions montaient, que les taux d'intérêt étaient à des niveaux élevés. Je dirais, ce moteur-là de croissance fonctionne moins bien depuis 2008. Le relais est pris par la prévoyance et la santé. Ça n'a rien de... Ça n'est pas une nouvelle. Hein. C'est comme ça depuis plusieurs années. La bonne nouvelle, c'est que les efforts que nous faisons pour renforcer le développement de ces activités portent leurs fruits. C'est-à-dire que leur part dans le total des activités du groupe augmente. Sur la Belgique et sur la Suisse, il n'y a rien d'extraordinaire. Denis peut vous donner le détail. La Suisse est un marché extrêmement profitable. Sur la Belgique, il y a un certain nombre d'éléments. Donc sur la Belgique, ce qui s'est passé au premier semestre, c'était à la fois un redressement des tarifs et une baisse des catastrophes naturelles qui ont conduit à une amélioration du résultat de l'assurance dommage. Sur la Suisse, qui est une société extrêmement profitable et bien gérée, on a simplement eu, on a un résultat qui reste très bon, mais on a eu des orages de grêle qui sont intervenus le 29 et le 30 juin et qui ont conduit à une charge en catastrophe naturelle un peu plus élevée que la normale. Mais en dehors de ça, les choses se passent très bien. Le ratio combiné en Suisse, il doit être de l'ordre de 90%.
89. 89. Ouais. Donc, autre question? Oui. Au fond. Séverine Solier, La Tribune. On entend beaucoup dire aujourd'hui dans les secteurs industriels que les entreprises européennes garderont ou retrouveront la croissance grâce à l'innovation. Je voulais savoir si, en assurance, quels étaient les domaines d'innovation que vous voyez. Est-ce qu'on peut encore innover en assurance? Vous venez d'indiquer que les marges étaient particulièrement attractives pour vous en prévoyance et en santé. Est-ce qu'il y a des gisements d'innovation dans ces domaines-là? Et si oui, lesquels? Et est-ce qu'il est envisageable de revenir à des produits mixtes, épargne, prévoyance, épargne santé, retraite santé, comme certains acteurs du marché l'évoquent? Oui, c'est une bonne question. C'est un peu la bouteille à l'encre, hein, l'innovation. Ça a toujours été vrai, ça le sera toujours. Il n'y a pas que ça. Il me semble que le premier sujet, c'est les besoins des clients. Est-ce que les besoins des clients évoluent? Est-ce que la demande pour les produits du secteur va rester une demande forte? Et là-dessus, je dirais que les turbulences de la conjoncture macroéconomique à court terme obscurcissent un paysage qui est un paysage en réalité extrêmement favorable. Parce que le vieillissement de la population crée de façon absolument manifeste des besoins croissants. Et la poursuite de l'enrichissement du monde au travers de la croissance des PIB qui est forte dans les émergents, mais qui est plus faible, mais qui sur moyenne période n'est pas négative non plus dans les pays développés, fait qu'il y a de plus en plus de richesses à assurer. Donc les fondamentaux en matière de demande, ils sont là. La concurrence, entre guillemets, sur la demande, la partie de la concurrence qui venait des États est plutôt en train de s'atténuer. Les modèles d'État pourvoyeurs de garantie sociale sont plutôt en recul. C'est-à-dire soit ils sont en train de réduire le périmètre des garanties qu'ils accordent, soit quand ils continuent à les accorder, ils n'arrivent plus à les financer. Donc l'appétit pour des produits que nous devons être capables de proposer à nos clients est un appétit qui augmente. Alors ensuite, ça ne veut pas dire que tout le monde capturera cette demande fortement croissante. Et je dirais que il faut, pour y arriver, une trilogie gagnante qui ait une bonne analyse des besoins des clients, une bonne capacité à maîtriser sa distribution et une bonne capacité à fabriquer des produits. Nous, je pense que nous avons les trois, parce que nous sommes un modèle qui est un modèle qui bénéficie de sa diversification géographique et technique. Nous avons la taille critique, nous sommes capables d'avoir l'équivalent des laboratoires de recherche dans les entreprises industrielles. AXA est un des très grands acteurs mondiaux sur ce marché. Nous sommes le premier assureur vie mondial et le troisième en assurance dommages. Donc nous avons la capacité d'avoir des spécialistes qui sont les meilleurs du monde ou parmi les meilleurs du monde pour inventer les produits qui répondent à une demande des clients qui évolue. Nous sommes multidistribution et nous modernisons, entre guillemets, nous innovons sur cette distribution, c'est-à-dire que nous la rendons multi-accès. Donc nous avons à la fois une capacité à fabriquer, une capacité à nous rapprocher des clients. Et nous savons de mieux en mieux, même si longtemps dans ce secteur, le marketing a été une fonction un peu trop sous-développée parce que le secteur était réglementé, nous avons su nous doter, et nous continuons de nous doter, de capacités d'analyse fortes de la demande. Ceci, normalement, ça doit produire des effets, et c'est ce que vous constatez. Je vais prendre quelques exemples très simples. Regardez le succès des produits dépendance sur le marché français depuis 1 an. La dépendance est en train de devenir un sujet battu et rebattu, mais comme en France, il faut à peu près 15 ans entre le moment où on prend conscience d'un problème et le moment où on commence à le... Il faut 15 ans et au moins 15 rapports quand ce n'est pas le double. Hein, regardez ce qui s'est passé sur la retraite, sur la dépendance, ça va être la même chose. Les gens qui savent réagir plus vite que les autres en bénéficient. Bon, les équipes de Nicolas ont mis sur le marché des produits dépendance modernisés, tous les objectifs de vente sont battus.
Pourquoi ? Parce que ça correspond à un besoin social totalement exprimé sur lequel nous arrivons avec une solution. Il y a dans ce pays 6 millions de femmes qui s'occupent plus de 6 heures par jour d'un conjoint ou d'un ascendant dépendant. Le sujet économique n'est pas réglé. L'État n'a pas les moyens de le régler. Bon. Nous sommes capables de mettre des produits qui aident les familles à régler ce sujet. La demande croît. Pour prendre un autre aspect, un autre éclairage, la distribution. Nous avons nos réseaux d'agents traditionnels qui marchent bien, que nous aidons à devenir multi-accès, qui ont une croissance de leur activité, mais nous développons aussi des formes de distribution nouvelles. Nous sommes aujourd'hui le principal acteur du marché du direct, avec des activités dans beaucoup de pays. La croissance du chiffre d'affaires sur ces activités est une croissance à 2 chiffres. Parce que c'est un mode de distribution modernisé. Voilà, ces 2 illustrations ponctuelles. On pourrait aller regarder du côté de l'assurance des entreprises. Les entreprises petites et moyennes, partout dans le monde, sont un segment qui est en croissance parce que le monde se développe et qui est sous-assuré. Les assureurs qui savent proposer des produits qui permettent aux patrons de ces petites et moyennes entreprises de faire face à leurs risques ont une croissance plus forte que les autres de leur chiffre d'affaires. Si vous regardez le développement de nos activités d'assurance dommages sur le premier semestre, vous en verrez l'illustration. Donc ce sont des illustrations très, très ponctuelles. Alors, la contrepartie de ça, c'est que l'innovation, ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire, quelquefois, on fait des erreurs. On en a fait. La première génération de produits variable annuities, un certain nombre de risques n'étaient pas correctement calibrés. Bon. On en a fait l'expérience en 2009-2010, on a corrigé, on a maintenant des produits qui sont mieux calibrés. Mais oui, l'innovation joue un rôle important. Non, elle ne porte pas seulement sur les produits. C'est un combat de tous les jours et je pense que nous le menons de façon satisfaisante, même si nous pensons que nous pouvons toujours faire mieux. Je pense qu'il y a beaucoup d'innovations dans le domaine du service. Et c'est un accent qu'on met énormément dans l'ensemble du groupe, et en particulier en France, où AXA France, sous l'impulsion de Nicolas, a lancé ce comparateur de services qui est le meilleur service.com. L'innovation vient aussi avec les technologies de l'information et de la communication. Donc on a un certain nombre d'expériences pilotes dans le domaine de la télématique embarquée dans les véhicules. On pense que c'est un élément à la fois de différenciation, un élément de sécurité, un élément de prévention des risques. Donc il y a beaucoup d'innovations qui sont en cours pour améliorer le service à nos clients et tirer parti à la fois de cette attention nouvelle sur le service et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Autre question ? Oui. Bonjour, Noémie Serbe du Wall Street Journal, agence Dow Jones. J'avais une question sur votre activité de variable annuities aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez faire le point sur cette activité ? Oui, bien sûr. Denis, tu veux ? Donc, notre activité de variable annuities aux États-Unis, comme vous le savez, a connu des difficultés entre 2008 et 2011. On a réduit fortement notre part de marché d'en gros 9% à 4%. On est reparti maintenant avec des produits beaucoup moins risqués sur le sentier de la croissance. On a une bonne croissance au premier semestre avec des produits beaucoup moins risqués. Le marché s'est largement rationalisé, mais l'environnement de baisse des taux reste une difficulté pour ces activités sur le portefeuille ancien. Et on a pu constater au premier semestre une évolution du comportement de nos assurés qui ont effectué moins de rachats partiels. Et donc, on a dû renforcer un peu nos provisions du fait de cette diminution des rachats partiels. Donc, en résumé, une activité économique qui reprend sa croissance avec des produits moins risqués, mais un ajustement des provisions lié à une réduction des rachats partiels des clients qui, du fait des taux d'intérêt très bas, restent plus longtemps dans leur police. C'est un chiffre que je ne trouve pas dans les slides, mais une note d'analyse qui parle d'une perte technique de 740 millions d'euros sur cette activité.
Donc, non, l'activité, comme on vous l'a montré, elle a eu un résultat avant impôt négatif de 10 millions d'euros. Donc, et ça, c'est, je dirais, tous éléments confondus. Il y a eu effectivement un renforcement des provisions qui, en brut, faisait, je pense que c'était plutôt un chiffre en dollars que vous avez dû, un chiffre en euros, bon, un chiffre brut avant coût d'acquisition différé, avant impôt sur cette évolution de comportement, mais ça a été compensé par d'autres éléments, à la fois par les revenus de cette activité et par d'autres éléments qui sont intervenus, notamment l'interruption que nous avons faite de la possibilité pour les clients de reverser des sommes nouvelles sur les contrats, qui a conduit, elle, à une réduction des provisions. Donc l'effet net de l'ensemble de cette activité sur le premier semestre, c'était moins 10 millions d'euros. Vous ne pouvez pas prendre les charges sans prendre les revenus. Si sur l'activité d'assurance dommage, vous ne preniez que les sinistres payés, sans prendre les primes encaissées, effectivement, ce serait préoccupant. Voilà. Mais je pense que là, vous avez l'explication. Autre question. Y a-t-il des questions au téléphone? Non? Ils me font non là-bas. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions au téléphone et s'il n'y a plus dans la salle, nous allons vous remercier et j'espère vous souhaiter de bonnes vacances.